le cercle littéraire d'aujourd'hui, Laure Adler et moi n'avons qu'un seul invité, en la personne de Pierre Nora, à l'occasion de la sortie de 2 recueils, l'un et l'autre chez Gallimard. Le premier est la Bibliothèque des Histoires, qui s'intitule Présent, Nation, Mémoire, et l'autre, plus épais encore, qui s'appelle Historien public. Alors notre émission se voit naturellement sur le site de la BNF et chez nos partenaires, le magazine littéraire et TV5 Monde. Alors première question, Pierre Nora, parce que vos 2 livres en suscitent énormément. N'avez-vous pas l'impression d'avoir été d'abord le témoin, puis ensuite l'acteur d'une transformation très profonde de la définition de la discipline histoire, ce qu'elle signifie, ce qu'elle signifiait et ce qu'elle signifie aujourd'hui, et d'autre part, à qui appartient l'histoire ? Alors, sur la deuxième question, je commence par elle. Elle n'appartient à personne et à tous, l'histoire. Donc, ça me paraît c'est ce que vous écrivez, une évidence. mais en êtes-vous sûr ? Ça dépend quel type d'histoire, mais enfin, celle pour laquelle je travaille et qui est traditionnelle n'appartient à personne et appartient à la collectivité familiale, nationale, humaine et transversale. Bon, alors en tous les cas, oui, incontestablement, j'ai été le témoin et partiellement l'acteur d'une transformation profonde de la discipline, puisque c'est surtout la discipline dont vous parlez. Encore que la discipline s'est transformée en fonction même de la réalité historienne et de la réalité historique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la discipline, il s'est passé un basculement très profond de l'histoire classiquement ancienne, médiévale et temps moderne vers l'histoire contemporaine. Il y a encore une trentaine d'années, quand j'ai commencé, l'histoire contemporaine était la parente pauvre des histoires plus nobles, qui étaient l'histoire du Moyen-Âge, pour commencer, ou l'histoire des temps modernes. Depuis Braudel, je dirais, à beaucoup d'égards, les temps modernes. Et effectivement, très bizarrement, c'est l'histoire dite contemporaine qui est aujourd'hui devenue absolument hégémonique, au point que faire de l'histoire, c'est presque faire de l'histoire contemporaine. Du point de vue des chaires, du point de vue de l'enseignement, du point de vue de l'accentuation qui est mise sur l'enseignement, c'est l'histoire contemporaine. Et quand on dit contemporaine, c'est même plus que le 19e, c'est le 20e. Alors, pourquoi ? Eh bien, ça a correspondu à une montée en puissance très forte de la demande d'histoire et d'histoire explicative. Vous ne pouvez pas avoir vécu ce que les drames du XXe siècle ont apporté, les guerres, les génocides, les transformations très profondes de la société, les phénomènes de décolonisation, les phénomènes de communisme, de nazisme, de gaullisme, de la guerre d'Algérie pour les Français, de tout ça, de la transformation pour les Français très profonde. Pensez qu'en 1945, au lendemain de la guerre, vous aviez encore une France pratiquement paysanne et rurale, à 45%. Et qu'en 30 ans, grâce aux 30 glorieuses de la croissance, cette proportion de la population active engagée dans l'agriculture est tombée au-dessous de 10%. Et encore, ce n'était plus des paysans, c'était, disons, des agriculteurs. C'est en 1975 que, précisément, cette ratio arrive. Alors, comment voulez-vous que ça n'induise pas une transformation profonde d'une culture, d'un pays qui était encore à l'époque, il y a une trentaine d'années, un pays souverain, d'un pays où la guerre avait joué un rôle très profond, et depuis la fin de la guerre d'Algérie, heureusement, la France elle-même n'est plus elle-même en guerre, alors que ça a été un pays qui a été pratiquement le plus en guerre de tous les pays d'Europe depuis un siècle, etc., etc. Je pourrais continuer longtemps, mais c'est évident qu'il y a eu une demande sociale, si vous voulez, d'histoire, d'explication, qui a fait que le regard historien et la réponse historienne s'est adapté à cette demande. Oui, alors à propos de l'Algérie, on peut remarquer d'ailleurs que le prix Goncourt a été donné à Alexis Génie pour l'art français de la guerre, donc ça rebondit par rapport à vos propos. Tout à fait. Et on peut aussi remarquer, et vous en parlez à l'intérieur de vos 2 livres, Pierre Nora, que
il y a des mots même qui, dans le vocabulaire français, ont été transformés historiquement. Ce qu'on nommait événement à propos d'Algérie a été ensuite nommé guerre d'Algérie, mais il a fallu ô combien de batailles syntaxiques pour pouvoir y arriver, comme s'il y avait une sorte d'opacité entre le réel de notre propre histoire que vous avez vécue en ce qui concerne l'Algérie, et la manière de la nommer. Et cette distance est extrêmement intéressante. On a l'impression qu'on arrive à plus de transparence dans la discipline de l'histoire aujourd'hui. Oui, je vous arrête tout de suite. Vous avez raison sur le fond, mais sur l'exemple que vous donnez, celui de la guerre d'Algérie, il n'est pas très probant parce que la décision qui a été prise par l'Assemblée d'appeler guerre, ce qu'on appelait événement, était uniquement destinée à permettre de payer comme anciens combattants les militaires. Les militaires. C'est tout. C'est sur demande Donc des militaires. C'est pas l'histoire des mentalités du tout. C'est en fait la demande des militaires qu'on appelle guerre, ce qu'ils avaient fait. Et qu'on les rémunère comme anciens combattants. Donc, mais sur le fond, vous avez tout à fait raison. Il y a eu une espèce de, oui, peut-être de prise de conscience à laquelle les historiens ont assez largement contribué. Vous faites de ces années du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, 75, oui. Une sorte de charnière, oui. La fin soit d'un 19e siècle prolongé, soit, selon Le Goff, d'un long Moyen-Âge. Et donc, le mouvement que vous décrivez, qui bouleverse aussi la pratique et la visée de l'historien, en fait, est en quelque sorte le reflet de ce changement très profond, et qui, sur le plan politique, se marque par la fin du mythe gaulliste, le mythe gaulliste comme... le début, au contraire. Enfin, le début du mythe, mais la fin de la réalité. La fin aussi d'un discours épique qui part de Vercingétorix à la France résistante et combattante, oui. Pour faire surgir d'autres mémoires plurielles, subversives, ou face à cette mémoire nationale traditionnelle dont la Troisième République avait fait un des vecteurs de l'unité nationale. Oui, en fait, ce qui m'a frappé, et au fond c'est un peu ça qui a déclenché tout mon travail d'historien, c'est le sentiment que cette décennie dont vous parlez en effet a été décisive, presque aussi décisive que la décennie révolutionnaire de 89 à 99, mais de façon insidieuse, invisible et silencieuse presque. Et que l'historien, précisément, a un peu à décrypter. Je me suis même presque amusé à essayer de cerner la chose en voyant que c'est au milieu de la décennie, presque en 74-75, qu'on peut trouver une concentration des phénomènes qui vont contribuer à cette transformation et qu'on peut leur trouver des repères symboliques. Effectivement, vous en citez un qui est l'arrivée de Giscard d'Estaing, qui a mis fin à l'empire de la tradition gaulliste. Et vous vous rappelez cette fameuse histoire, enfin, je vais décrisper l'histoire. Il faut, au fond, technocratiser un peu le gouvernement de la France. Il faut se calmer. Se calmer, ça voulait dire en finir avec le tragique de l'histoire. Et que, évidemment, la tradition gaulliste avait largement incarné. Mais aussi la tradition communiste, qui avait, d'une façon très complémentaire, entre au moins 45 et précisément 75, régné hégémoniquement sur la France. Vous vous rappelez la phrase de Gaulle, de Malraux, entre les communistes et nous, il n'y a rien. Ça voulait dire que c'était quand même les deux ailes marchandes issues de la résistance, le communisme et le gaullisme, et que chacun constituait une sorte de version qui combinait la nation et la révolution, chacune à leur manière, et qui étaient les deux grands thèmes qui avaient commandé l'histoire depuis la Révolution française. Donc, la fin de cette double hégémonie du gaullisme et du communisme, de ce qu'on peut appeler le gaulo-communisme sur la France, est un moment, je crois, capital. Or, effectivement, l'arrivée de Giscard au pouvoir, espèce
de jeune homme qui paraissait ne pas être fondamentalement raciné dans la France, la France de Pompidou, la France évidemment de Gaulle, même la France de Torres, que sera la France de Mitterrand, et qui était un Parisien, économiste, technocrate, européen, avec l'arrivée très vite de Raymond Barre, qui en 1975 va expliquer que la France est soumise à la contrainte européenne et perd quelque chose de fondamental de sa souveraineté, qu'elle doit être encadrée par les décisions européennes. Donc il y a quelque chose là dans la tradition politique qui se brise très profondément et qui ne sera d'une certaine façon jamais retrouvé sur le plan politique. C'est le récit collectif qui masquait en réalité bien du refoulé, mais ce récit collectif n'a pas eu de remplaçant. Oui, au contraire. j'explique souvent que jusqu'à cette époque, il me semble qu'au fond, la France avait comme vécu sous deux types de registres d'histoire et de mémoire. Il y avait un registre collectif où l'école jouait un rôle fondamental dans la transmission, mais pas seulement l'école, c'était l'axe, mais tout autour, les familles, la littérature, les humanités, la promotion sociale à travers l'école, tout cela jouait pour entretenir un récit collectif dont nos ancêtres les Gaulois étaient comme l'emblème, si j'ose dire, la formule emblématique. Et effectivement, je dis toujours, vous pouviez être côte à côte des gens aussi différents qu'un aristocrate dont le grand-père avait été fusillé sous la Révolution française, ou un fils de juifs émigrés dans les années 30 de Pologne ou d'ailleurs, et ils étaient côte à côte en classe en étant tous les deux des bons petits Français. Alors, il y avait des mémoires qui étaient en quelque sorte entretenues à titre privé, que ce soit des mémoires féminines, des femmes, des mères avec les filles, avec les grands-mères. Lisez le livre de Mona Ozouf, Composition française, et vous verrez le rôle que sa grand-mère bretonne a joué dans sa propre éducation féminine. Et vous pouviez... donc, vous aviez des quantités de mémoires à titre privé, en quelque sorte, qui s'entretenaient, mémoire ouvrière, mémoire, etc., et une espèce de mémoire collective. Ce registre s'est brisé dans les années précisément 70-80, et beaucoup de ces mémoires privées ont comme demandé une sorte de reconnaissance publique et d'inscription au grand registre de la mémoire nationale. Alors il s'est fait un ajustement fort difficile, et vous pourriez prendre chacune de ces minorités pour voir comment elles ont développé. Je prends souvent l'exemple de la mémoire dite ouvrière, en rappelant ce qui m'avait, moi, tellement bouleversé. C'est en 1971, quand, pour le centenaire de la Commune, Pompidou, président de la République, est allé au Père-Lachaise s'incliner devant le mur des fusillés de la Commune. Alors, effectivement, l'idée du fondé de pouvoir de chez Rothschild, qui mettait genoux en terre devant les fusillés de la Commune, ça voulait dire que la classe ouvrière ne faisait plus peur à personne. Et qu'elle était... Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus cette fameuse classe ouvrière sur laquelle Billancourt était en train de disparaître, le fameux Billancourt. Et donc, on pourrait dire la même chose de la date de très importante de 1987, qui a été le millénaire capétien. Qu'on était dans une autre période, où toute la période monarchique, c'est-à-dire 10 siècles de France, rentrait inoffensif dans la collectivité nationale. C'est la fin de la Révolution française. Comprenez-vous ? Donc c'est pas du tout rien, cette histoire du millénaire capétien. C'est pas rien du tout. Oui. Mais non, c'est d'autant plus pas rien qu'on pourrait isoler 3 grandes dates. Tout le monde l'a oublié. Hein. Ben, peu importe, tout le monde l'a oublié, mais ça a existé, c'est aux historiens de le rappeler. Il n'empêche que ce qu'on n'a pas oublié, et c'est ça l'objet de tout le livre, pensez qu'en 87, vous avez eu ce millénaire capétien qui a fait revivre, en fait, toute la monarchie française. Que vous avez en 89, ça on ne l'a pas tout à fait oublié, le bicentenaire de la Révolution, et en 80...
En 90, vous avez la grande année de Gaulle qui, comme vous le disiez, Bruno Racine, a transformé le paysage, l'image de Gaulle. Car jusqu'à sa mort, De Gaulle a été un homme qui a contribué d'une certaine façon à diviser l'opinion française. On ne lui a jamais pardonné. Les Français d'Algérie ne lui ont jamais pardonné. Une partie de l'armée ne lui avait jamais pardonné. Une partie de la droite ne lui avait jamais pardonné. Et une partie de la gauche ne lui avait jamais pardonné parce qu'il était militaire d'avoir pris la République en 58, comme Mendès par exemple. Donc il a toujours paru du temps de sa... diviseur. Il a paru un anti-européen, un empêcheur de faire l'Europe. Il a paru un républicain modéré. C'est à partir de sa mort que l'image continue à se renverser, qu'il est devenu le père de la patrie, le meilleur des républicains, le plus grand des Européens, l'incarnation de la République, au point que Agulon, faisant son grand livre sur l'histoire de la République, a pu mettre De Gaulle dessus, ce qui a surpris beaucoup de gens, la tête de Gaulle en couverture, comme s'il incarnait effectivement le rétablissement de la République et l'incarnation de la République. Alors, au somme toute, et je reviens à mon histoire, en 3 ans, la France a revécu son histoire tout entière. La monarchie, la Révolution, la République. Alors, c'est bien cette espèce d'hégémonie de la mémoire et de délire commémoratif que la France a commencé à vivre, qui montre qu'on change de régime historique. Et au fond, c'est toute mon affaire à moi. Alors, dans ces 2 livres, j'ai dit, ce sont des recueils donc ils nous de textes, d'articles écrits au cours des dernières décennies. Donc, ils nous permettent à la fois de revivre, si j'ose dire, au jour le jour, cette mutation, cette transformation, aussi bien de l'idée que la France se fait d'elle-même que du travail de l'historien. Mais en même temps, vous avez maintenant, et notamment dans les textes introductifs, le recul pour justement juger de cette évolution avec une certaine distance. Et alors, on comprend en lisant ces ouvrages, si je veux dire, le soubassement intellectuel de la grande entreprise que vous avez dirigée, les lieux de mémoire. Et peut-être ce serait intéressant que vous nous disiez, au fond, comment vous l'avez conçu et comment ce qui était à l'origine peut-être un concept d'historien est devenu une expression banalisée et finalement tout est lieu de mémoire. Une sorte, cet envahissement dont vous parlez, ce fait que la maison à côté de laquelle j'ai vécu mon enfance devient pour moi un lieu de mémoire et devrait être protégé à ce titre. Comment s'est inventé ce mot qui est devenu un concept ? De façon tout à fait bricolée, tout à fait expérimentale. C'est que dans mon séminaire des hautes études que j'avais commencé en 1978, 78-79, je voulais étudier le sentiment national qui était mon sujet depuis plus ou moins toujours. Et plutôt que de l'étudier d'une façon à travers les idées, à travers, comme c'était fait toujours, l'histoire du patriotisme, l'histoire du rattachement à la patrie, il m'avait paru beaucoup plus intéressant de prendre des objets, j'appelais ça comme ça, où c'était incarné quelque chose du rapport à la nation. Alors, j'avais commencé par les mémoriaux les plus évidents, les cimetières, le Panthéon, évident, où on honore, les grandes dates commémoratives, le 14 juillet, les fêtes, les devises, liberté, égalité, fraternité. Et pour m'apercevoir, je l'ai répété 100 fois, qu'à l'époque, c'est-à-dire une trentaine d'années, aucun historien n'avait fait l'histoire du drapeau français, ni l'histoire de la devise républicaine que Mona Ozouf a magnifiquement fait dans les lieux de mémoire, et Vauvel pour la Marseillaise. Alors, c'est très surprenant, il se passe vraiment quelque chose. C'est pas que les historiens avaient oublié, c'est qu'ils n'éprouvaient pas le besoin. C'était un tel... Ils habitaient cela, ils n'éprouvaient pas le besoin de prendre la distance pour en faire un objet. C'était pas devenu un lieu, si j'ose dire, au sens de... Alors, du coup, l'étude a passionné en fait l'auditoire, ça a paru assez neuf. J'ai essayé de faire une typologie, j'en ai changé 25 fois, j'ai piétiné,
Et puis, au bout effectivement de 2 ans, où on allait du dictionnaire Larousse aux anciens combattants, aux noms de rue, au latin qu'on apprenait encore, jusqu'à quand, jusqu'à quelle date. On a gambergé dans l'histoire de France, si j'ose dire comme ça, à tous égards. Puis au bout de 2 ans, c'est un peu les auditeurs du séminaire qui m'ont dit, mais écoutez, c'est passionnant, mais vous nous avez menés au bord du Rubicon. Et voilà, il faut faire quelque chose de tout ça, une publication collective. Et j'ai commencé à ce moment-là à vraiment réfléchir. Alors l'expression lieu de mémoire, elle est venue toute seule. Je me souviens vaguement d'en avoir parlé avec Agulon, je crois, à un moment donné où j'hésitais encore entre lieu de mémoire, lieu de la mémoire. Je vois un déjeuner avec lui où on a dû en parler. Bref, finalement, voilà, c'est venu tout seul et c'est pas génial. Mais j'ai été aussi beaucoup déterminé en y réfléchissant par plusieurs éléments. Un, c'est la tradition de la rhétorique. J'avais publié un très beau livre d'une anglaise qui s'appelle Frances Yates. Un livre absolument génial. Génial, qui s'appelle L'art de la mémoire. Et où elle rappelle longuement la tradition, depuis Quintilien et remontant au De Oratore, etc., de ce que les orateurs de l'Antiquité, pour se souvenir de leur propre discours, procédaient comme dans une maison, Topologie. Voilà, une topologie, et qu'ils associaient des idées à l'entrée, à l'atrium, aux colonnes, etc. Et qu'ils appelaient ça les loci memoriae, les lieux de mémoire. Alors, j'avais un peu emprunté cette idée des loci memoriae pour les lieux de mémoire. Voilà, donc c'est venu tout seul. Ma grande stupeur, c'est que ce bricolage de séminaire soit devenu une affaire nationale, puis internationale, par un rebondissement tout à fait inattendu, et qui fait que précisément, il y a eu une dialectique entre ce type d'approche et l'histoire elle-même qui était en train de se transformer, comme on vient de le voir, et c'est cette dialectique qui, d'une part, a donné son essor à l'expression lieu de mémoire, puisque j'avais pas même terminé, que ça entrait dans le dictionnaire Robert, et qu'on me demandait une définition que j'ai donnée pour le dictionnaire Robert, que j'ai pu intégrer dans la conclusion du dernier volume, puisque tout cela a pris 10 ans, et que ça n'a pas correspondu, comme vous voyez, à un projet une fois pour toutes déterminé, et que pendant 10 ans j'allais réaliser, mais comme un travail in progress, enfin un work in progress, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que ça s'est approfondi de plus en plus. La preuve, c'est l'ampleur qu'a pris le travail des lieux de mémoire. Parce que j'avais prévu 4 volumes, un pour la République, un pour la Nation, un pour les France, que je voyais, France politique, France sociale, France religieuse, alors que c'est plus du tout ça à la fin. Alors, j'ai fait le premier volume sur la République, tout en me sentant très frustré, parce que c'était presque la veille, on était en 80-84, de ce qui se préparait au bicentenaire pour la République, si bien que beaucoup de sujets, comme les droits de l'homme, comme le 14 juillet, étaient traités indépendamment du livre, et je ne pouvais pas les reprendre pour le livre, qui est très largement centré sur la période fondatrice de la République, c'est-à-dire les années 70-14, 1870-1914. Et la grande introduction que j'ai faite pour lancer la notion a beaucoup contribué à donner le sentiment d'une approche un peu neuve. Et la Nation, quand j'ai commencé à y réfléchir, a pris 3 volumes au lieu de 2. Oui, j'avais d'abord annoncé 2 volumes pour la Nation. C'est devenu 3. Alors ça faisait les 4 qui étaient prévus au départ. Et là, je me suis un peu arrêté parce que les France, ça posait un énorme problème. L'énorme problème, c'est que je ne pouvais pas éviter les gros sujets. Jeanne d'Arc, De Gaulle, l'affaire Dreyfus, Waterloo, enfin, je ne sais pas, tous ces événements qui flottent dans la mémoire, Austerlitz, qui flottent dans la mémoire collective. Comment, la Tour Eiffel, pour commencer, comment en parler en 30 pages qui ne soit pas par rapport aux volumes entiers qui ont été consacrés à chaque volume.
Alors là, ça m'a vraiment travaillé pendant très longtemps, avant que finalement, je ne me relance pour aboutir à 3 volumes de 1000 pages, ce qui fait que 7 volumes, c'est la folie pure. Mais je crois que la folie de ce que j'ai un peu appelé une cathédrale faite de briques et de broc ou de bécanos géants a contribué au succès probablement du livre. Oui. Et les gens m'ont beaucoup demandé pourquoi République, Nation, France, qui m'était venu tout à fait naturellement. Mais j'ai évidemment compris pourquoi. J'avais travaillé l'histoire de France de Lavis, c'est même comme ça que j'avais commencé. À la fois parce qu'il avait fait un petit manuel qui avait commandé la mentalité collective des Français avant la guerre de 14, et parce qu'il a fait diriger la grande histoire de France en 27 volumes, qui avait commandé toute la suite de l'histoire de France et fixé le récit national, pour ne pas dire le roman national. Et donc, je me suis aperçu que cette trilogie qui m'était venue spontanément, ces 3 approches, étaient mettez ça entre guillemets, la déconstruction de l'histoire lavicienne. C'est-à-dire que Lavis avait tout fait pour faire de la République, de la Nation et de la France une seule entité, dont il pouvait faire le récit continu, providentiel et naturel, et scientifique en même temps. Et que moi, ce que je voulais faire, de toute évidence, c'était disjoindre tout ça, et de faire passer sous le microscope historien chacune des entités qui paraissaient être intégrées dans cette histoire collective. Un point que vous signez... Il travaille d'anatomiste. Un mouvement parallèle à celui que vous décrivez, non plus dans la science historique, dans la discipline histoire, mais dans les littératures, c'est l'évolution du roman. Et c'est tout à fait symptomatique que cette année, 2011, 3 des prix les plus prestigieux, le Goncourt, le Renaudot, le Grand Prix du roman de l'Académie française avec Serge Chalandon, nous fassent revivre des moments de l'histoire contemporaine, mais justement en décapant tout l'aspect épique ou mythique, que ce soit les guerres coloniales, l'Irlande du Nord pour Chalandon ou la Russie post-soviétique chez Emmanuel Carrère. Comment voyez-vous cette articulation entre cette déconstruction que vous venez de décrire d'une mémoire nationale collective presque sacralisée et ces regards, cette multiplicité de regards qui racontent un autre récit? Ben oui, vous mettez la main sur un des phénomènes les plus intéressants et complexes de l'évolution et de l'histoire et de la littérature, qui est cette nouvelle forme de rencontre, alors qu'une séparation paraissait traditionnellement très bien établie entre la fiction et la non-fiction, c'est-à-dire vraiment que l'histoire c'était les restes factés et que les romans c'était les restes fictés, enfin vraiment, c'est-à-dire l'imagination. Or, en effet, cette frontière s'est complètement brouillée. Elle s'est brouillée, il y a plusieurs éléments. Il y a eu une sorte de crise de la conscience historique, c'est-à-dire que les historiens se sont beaucoup interrogés, précisément pendant cette trentaine d'années. On peut donner presque une date. C'est le livre de Paul Venn, Comment on écrit l'histoire, en 1973, suivi en 1974 par les 3 volumes que l'on a fait avec Le Goff sur Faire de l'histoire, et qui datent. C'était les premiers livres depuis Marou, de la connaissance historique, et Marc Bloch, son livre sur le métier d'historien, qui s'interrogeait sur la nature de l'histoire. Et depuis, ça n'a pas cessé. Il y a une sorte d'interrogation sur l'objet, de crise des repères traditionnels de la certitude historique. Le sentiment que, d'une manière d'ailleurs que je réprouve moi, mais qui a commencé à se répandre, que l'histoire étant par définition un discours sur l'histoire, qu'il était censé rendre compte d'une réalité dont on ne savait plus rien que le discours qui en rendait compte, ce qui est d'ailleurs la double signification en français du mot « histoire », c'est-à-dire la réalité historique d'une part et le discours qui en rend compte. Et qu'à partir de ce moment-là, il y avait une part d'imagination, une part, par conséquent, à la limite romanesque, qui était introduite dans la discipline historique. Et il y a eu, depuis quelques années, c'est une évidence, une tentation littéraire des historiens qui sentent que leurs propres moyens scientifiques, traditionnels, documentaires et probatoires
ne suffit pas à rendre compte d'une réalité qui a des dimensions émotives, quotidiennes. Une tentation des écrivains de s'emparer de l'histoire aussi. Voilà. Et alors, parallèlement, il y a eu cette interrogation depuis le nouveau roman sur la nature du roman, il y a eu là aussi des excès avec le nouveau roman ou avec l'abstraction romanesque qui sont allés jusqu'au délire. On a fini par appeler roman n'importe quoi. Matisse, roman, dit Aragon. Son livre sur Matisse. Et donc, l'expression romanesque s'est élargie d'une manière tellement extensible que, évidemment. Alors, je pense aussi que toute cette génération nouvelle dont vous parlez, Bruno Racine, a été imaginairement frappée par la guerre. Je les comprends. Ils ne l'ont pas vécu. Il y a une telle différence entre ce qu'ils vivent et ce qu'ont vécu les gens du XXe siècle en général, de la guerre en particulier. C'est tellement un réservoir pour eux absolument indéfini d'étrangeté, de fascination, d'événements, de situations historiques, que ça les nourrit profondément. Du coup, ils refont l'histoire à leur manière, très souvent d'une manière qui, personnellement, ne peut que choquer les historiens. Quand Enel a fait le livre sur Karski, c'est pas un livre, littérairement, je le jugerai pas, mais pour un historien, c'est pas admissible. De mélanger, de raconter des scènes aussi décisives que l'entrevue de Karski avec Roosevelt sur l'intervention éventuelle des Alliés sur les camps nazis, les camps d'extermination, d'une manière dont on sait qu'elle est fausse. Puisque oui, mais vous savez que depuis la publication de livres de Yannick Enel, il y a eu une adaptation au théâtre d'Arthur Nosiciel, qui en ce moment même d'ailleurs tourne partout en France. Et cette adaptation au théâtre donne l'occasion à des tas de jeunes générations, j'ai pu le vérifier à 3 reprises, qui sortent de cette odyssée théâtrale bouleversée, qui ont pris des notes pendant toute la durée de la représentation. Et pour eux, c'est un acte d'histoire. Écoutez, il y a eu d'autres époques, comme ça. Walter Scott a nourri l'histoire et transformé profondément la manière de faire de l'histoire des historiens. Peut-être est-on à l'aube d'une nouvelle manière de rendre compte du passé, d'une manière qui ne sera attribuée ni aux historiens ni aux romanciers. Il ne faudra peut-être plus appeler les romanciers et plus les historiens. Une question sur la temporalité, la durée et l'histoire. Par exemple, si on prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, comment comprenez-vous, Pierre Nora, qu'aujourd'hui, les jeunes générations qui ont entre 30 et 40 ans sont absolument obsédées par cette période, à juste titre d'ailleurs, mais comment se fait-il que, quand les survivants sont rentrés des camps, et je ne citerai que 2 exemples, Robert Antelme et Primo Levi, quand ils ont essayé de publier leurs livres respectifs, qui sont des chefs-d'œuvre, on peut le dire rétrospectivement, personne n'a voulu les lire, ni même les écouter. Est-ce qu'il vous est arrivé de grand malheur? Oui, je le sais dans votre vie, Laure. Eh bien, est-ce que avant que vous n'en rendiez compte par écrit, vous n'avez pas quand même eu besoin d'une période de deuil profond? Donc vous pensez qu'il y a une temporalité du deuil national pour pouvoir faire histoire, c'est ça? Bien sûr. Et quand vous revenez à la vie, d'accord, après avoir frôlé la mort et l'avoir vue, mais c'est la vie à laquelle vous pensez. Vous en revenez des camps. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous marier, de faire 5 enfants et de vivre. C'est vrai de tous les types de mémoire. Il faut un certain temps pour que revienne le souvenir lui-même. Moi, j'ai publié un livre d'une femme, ça m'avait beaucoup passionné. C'est une jeune psychologue qui avait fait un livre qui s'appelle « Je ne leur ai pas dit au revoir » sur les enfants dont les parents ont été déportés. Et ils ne les ont pas vus, ils rentrent de l'école et puis voilà, ils sont partis. On leur dit, ou des choses comme ça. Et bien ces gens-là qui avaient 40, 45 ans n'avaient jamais parlé à personne.
et se sont effondrés. Une dernière question, peut-être. Vous n'êtes pas simplement un historien du présent, mais grâce à la revue Le Débat, notamment, vous êtes un de ceux qui animaient la discussion, le débat des idées, parfois vif et voire polémique. Et ironie du sort, nous sommes ici à la Bibliothèque nationale de France. Et, que Pierre a tant aimé quand il mais se oui, construisait. mais il est important de le rappeler parce que la naissance de cette nouvelle institution, même si elle a aussi des siècles derrière elle, a été extrêmement difficile et controversée. Et quel regard portez-vous aujourd'hui, grâce d'ailleurs à la publication de ces textes, sur ce débat si français d'ailleurs, car dans aucun autre pays, je dirais, la construction d'une bibliothèque ou d'une nouvelle bibliothèque nationale n'aurait à ce point à la fois engagé le pouvoir politique et enflammé les passions. Mais pour une seule raison, c'est qu'il n'y a dans aucune démocratie et dans aucun autre pays un président qui se serait permis, sans aucune consultation des architectes, sans aucune consultation de la Bibliothèque nationale, sans aucune consultation du dossier, décider d'une bibliothèque dans un lieu défini avant même de savoir ce qu'on allait mettre dedans, qui devait être tantôt une médiathèque avec 6 cinémas, ouvert quasiment 24 heures sur 24, d'ailleurs où il n'y aurait pas de livres parce que c'était une bibliothèque virtuelle. Dans quel pays est-ce qu'il y aurait eu un jury pour décider de l'architecture où il y avait 18 membres et pas un architecte de bibliothèque? Alors dans quel pays, ensuite, n'aurait-il voulu jamais écouter aucun des conseils? Donc il n'y a pas eu de polémique, il y a eu résistance. Ce qui est un peu différent. Vous êtes rassuré maintenant. Il y a des livres à la Bibliothèque de France. Je suis rassuré parce qu'elle marche grâce aux directeurs successifs qui se sont acharnés à la faire marcher et dont vous êtes l'héritier bienheureux. Dans une bibliothèque où la jeune génération marche. Et financièrement, ça continue à coûter tellement cher au budget collectif qu'entre l'input financier et l'output des bibliothèques, c'est le moindre des choses que ça marche à peu près. Voilà Pierre qui parle de on pourrait reprendre dans le débat la discussion sur le sujet. Non, je dis simplement, il n'y a pas eu de polémique. Dernière question. Vivons-nous un excès de mémoire? Vivons-nous un excès de mémoire? On vit sous un régime de mémoire. Qui est excès de mémoire? Je ne crois pas. Non, je ne dirais pas. Il y a eu surtout transformation de la signification de la mémoire. C'est-à-dire que je crois qu'au moment où on a commencé à la faire émerger et à vouloir en faire l'histoire, ça a été un grand progrès. Mais que la dictature de la mémoire sur l'histoire et la dictature spontanée, c'est-à-dire le sentiment qu'il n'y a pas d'autre histoire que celle du groupe à laquelle on appartient. Et la transformation de la mémoire en une espèce de régime d'identité absolue, c'est-à-dire que ça fait partie de moi, touche pas à ma mémoire, est totalement abusif. Oui. Merci Pierre Nora. Laurent Nunez, vous nous présentez le coup de cœur du magazine littéraire de ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors, ce mois-ci, j'ai choisi, par rapport à Proust, qui est pour nous un auteur modèle, l'autodictionnaire Proust d'Assouline. À cause de la recherche, vous savez, là vous étiez avec Pierre Nora, la recherche, elle est intégrée au lieu de mémoire, dans le 3e volume d'ailleurs, par Antoine Compagnon, parce que ça fait partie d'une sorte dans la chronologie, dans la rubrique tradition, ça fait partie d'une grande marque française, et pourtant, je crois que c'est le livre qui effraie le plus les gens. Combien de fois on me dit que c'est illisible, impossible, alors qu'on n'a jamais lu, que c'est pas drôle du tout, alors que, vous savez, c'est un des romans les plus comiques qui puisse exister. Et bien justement, Pierre Assouline a essayé, dans une petite cathédrale de 800 pages, de donner envie au lecteur d'approcher cette énorme cathédrale, ou cette robe de haut couturier, comme disait Proust, qu'est la recherche. Alors, il a mélangé à la fois la correspondance de l'écrivain et des extraits de la recherche, des articles qu'il avait lui-même écrits, etc., dans Les Plaisirs et les Jours,
pour donner à voir vraiment, peut-être plus Marcel que Proust, c'est vrai, mais en tout cas une certaine facette du personnage qui nous permettrait de rentrer encore mieux dans la recherche. Alors tout d'un coup, on se retrouve peut-être avec, on devient Sainte-Beuvien peut-être, ça embêterait Proust, c'est-à-dire qu'on préfère évidemment la vie à l'œuvre, mais si c'est une manière d'approcher l'œuvre, pourquoi pas? De toute façon, c'est un très beau livre qui permet d'avoir vraiment des indications très fines. On rigole beaucoup sur les dédicaces que Proust donne à ses amis, qui ont même inventé un verbe pour lui, il l'appelle proustifier, tant il va dans l'éloge et l'exagération. Puis il y a un énorme problème lorsqu'il a le Goncourt, et puis lorsque les gens de l'aristocratie sont persuadés d'être à l'intérieur de la recherche. Tout ça crée une sorte de quiproquo qu'on lit dans sa correspondance, et qui donne vraiment envie de fouiller encore plus dans l'œuvre de Proust. De toute façon, donc c'est vraiment un livre qu'on recommande parce que dans un an, en janvier 2013, on fêtera dans toute la France le centenaire de l'apparition du premier tome à la recherche du côté de chez Swann. Donc il nous reste un an pour préparer notre Proust, pour réviser, pour le bachoter. Donc voilà, l'autodictionnaire Proust, c'est un excellent moyen d'entrer dans l'œuvre, ou en tout cas d'y regarder de beaucoup plus près.